les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, mis à part le fait que j'ai perdu plus de 400 000 euros. Et oui, tu as bien entendu, j'ai perdu plus de 400 000 euros. C'est pas un titre accrocheur, c'est pas un mensonge, c'est la vérité. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour perdre cette somme, les 3 leçons à en tirer pour éviter les erreurs que j'ai faites si un jour cette opportunité t'arrive. Mon ami, si tu veux me découvrir, je m'appelle Yasser et ici on parle essentiellement de business en ligne, comment faire de l'argent sur internet, notamment avec ton mindset. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment j'ai perdu plus de 400 000 euros et à la fin, je vais te donner 3 leçons à en tirer pour que toi, tu ne puisses pas tomber dans les pièges dans lesquels je suis tombé. Mais tout d'abord, avant de te dire ça, il faut que je te dise les différentes manières de générer et de faire de l'argent avant que je te dise comment le perdre. Pour faire de l'argent, c'est pas compliqué. Tu as 3 types ou 3 moyens de faire de l'argent. Le premier, c'est d'échanger ton temps contre de l'argent. C'est ce qui est le plus récurrent, c'est ce qu'on retrouve le plus dans les emplois en entreprise ou dans n'importe quel CDI. Tu échanges ton temps contre de l'argent. Bien sûr, ce moyen-là est super limité. Ça va être difficile pour toi de générer plus de 400 000 euros ou 1 million d'euros. Bref, c'est limité tout simplement parce que ton temps est limité. Même si tu touches 50 euros de l'heure, tu pourras difficilement dépasser les 7 000 euros par mois sur un temps plein. Donc vraiment, c'est quelque chose de limité. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le potentiel de gain est très faible. Quand tu échanges ton temps contre de l'argent, le potentiel de gain est super faible tout simplement parce que le risque est plus faible. En échange, tu as la sécurité salariale par exemple. Donc en échange d'un potentiel de gain très faible, tu l'échanges contre une sécurité salariale qui va te permettre de te dire dans ta tête, voilà, je suis en sécurité, mais en échange, mon potentiel de gain est plutôt faible. Deuxième manière de faire de l'argent, c'est en vendant un produit ou un service. Tu vas rechercher un produit ou un service qui va intéresser des personnes qui vont avoir un besoin ou un problème à résoudre. À partir de là, le potentiel de gain est super fort. Voilà, ça peut être à travers du e-commerce, ça peut être à travers de l'immobilier. L'immobilier, c'est quoi? Tu échanges un service. C'est le service de loger quelqu'un qui a un besoin, qui a le besoin d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Donc, voilà. Quand tu as un business où tu échanges de la valeur, à ce moment-là, le potentiel de gain est super. Par contre, le potentiel de risque d'échouer ou l'investissement à mettre peut être super fort. Parce qu'en immobilier, par exemple, tu vas devoir investir une certaine somme. En e-commerce, le potentiel de gain, il est très faible parce qu'il y a beaucoup de concurrence, mais aussi ça va demander beaucoup d'expérience, ça va demander beaucoup d'expertise et donc ça va demander beaucoup d'échecs. Mais ça reste un excellent moyen de générer de l'argent, même si le risque d'échouer est beaucoup plus grand que d'échanger son temps contre de l'argent. Ça reste un moyen viable et il y en a plein qui sont devenus indépendants financièrement à travers ce moyen-là. Et puis, on n'a rien sans rien. Si c'était facile, tout le monde serait riche. Et enfin, notre troisième moyen, c'est d'investir dans le projet d'un entrepreneur. Il existe plein d'entrepreneurs dans le monde qui ont des projets super ambitieux et pour ça, ils ont besoin d'oseille. À ce moment-là, toi, tu peux venir et à ton échelle, tu peux investir, tu peux croire en son projet, lui donner ta confiance et lui va utiliser ton argent pour faire évoluer son projet et permettre le développement de son entreprise. Ça peut être une petite entreprise physique, ça peut être une start-up, ça peut être des actions cotées en bourse chez Apple, chez n'importe quelle société cotée en bourse. Ça peut être dans le web 3.0 avec la finance décentralisée. Et là, à ce moment-là, ce serait des investissements en crypto-monnaie dans des projets précis qui ont une vision d'avenir sur le web 3.0. Alors ici, le potentiel de risque est très élevé tout simplement parce qu'il y a très peu de start-up ou d'entreprises qui arrivent à atteindre leurs objectifs sur le long ou très long terme. En général, ça fonctionne bien au début sur le court terme, moyen terme et sur le long terme, ça lâche. Et puis ceux qui arrivent à tenir sur le long terme, alors là, c'est le jackpot. C'est le jackpot parce que le potentiel de gain est énorme. Et quand je te dis énorme, ça veut dire un potentiel x100 sur ton investissement, x200, voire x300 sur ton investissement, ce qui est juste dingue. Et c'est d'ailleurs dans un de ces projets du
Web 3.0 que j'ai décidé d'investir en 2021. Au début, ce que je voulais faire, c'était investir 1000 euros dans un projet qui m'intéressait, un projet du Web 3.0 en finance décentralisée. Il y a un projet qui m'intéressait. Je voulais investir donc ces 1000 euros et voilà, je partais du principe que fallait pas que j'investisse plus que ce que je pouvais me permettre de perdre. Puis en creusant de plus en plus sur ce projet et avec des frérots, en enquêtant, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de potentiel à court et moyen terme sur ce projet, voire même à long terme, très long terme. Et du coup, j'ai décidé de réviser mon investissement. Le projet était très prometteur, alors j'ai décidé d'investir dessus 10 000 euros. 10 000 euros et tout ça le jour du lancement. Ces 10 000 euros, je les avais gagnés grâce à mon business, l'agence marketing digital. D'ailleurs, mon pote, si tu t'intéresses à l'agence marketing digital, n'hésite pas à cliquer quelque part dans le coin par là-bas. C'est un business qui te permet d'échanger tes compétences contre de l'argent. Donc, c'est un business de type 2. Tu vas échanger un service avec quelqu'un qui en a besoin contre de l'argent. Donc, grâce à ce business, j'avais généré une certaine somme et cette certaine somme, j'en ai pris 10 000 euros pour pouvoir l'investir dans ce projet prometteur du Web 3.0. Donc, en 2021, j'ai décidé d'investir ces 10 000 euros, ce qui est juste une somme complètement incroyable. Jamais de ma vie, j'aurais cru qu'un jour, j'allais investir une somme comme celle-là, parce que je me rends compte aujourd'hui vraiment de ce que c'était pour moi 10 000 euros avant. Vraiment, je me rends compte et c'était complètement incroyable. En tout cas, si j'ai décidé d'investir, c'est tout simplement parce que le marché de la finance décentralisée était super, le projet était prometteur, il était super et surtout, il y avait une petite communauté engagée dans ce projet avec un très fort potentiel d'accueillir un maximum d'investisseurs après moi. Et c'est ça qui fait augmenter la valorisation de l'entreprise. Et finalement, j'ai bien fait puisque quelques jours après mon investissement, d'autres gros investisseurs sont venus investir sur le projet, ce qui a complètement augmenté la valeur de l'entreprise et ce qui a aussi fait augmenter la valeur de mon investissement. Et à partir de là, tout était une question de money management. Le money management, c'est quoi? Le money management, c'est la gestion de ton investissement financier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux tomber sur la meilleure opportunité du siècle. Si tu as un mauvais management, tu peux même perdre de l'argent. Je t'explique. Quelqu'un qui va investir dans la plus grande opportunité du siècle, s'il fait x2, x3, x4 et qu'il décide de tout sortir, parce que voilà, il a estimé que ces 10 000 euros se sont changés en 40 000 euros et que ça lui suffit, à ce moment-là, il risque de louper les x5, x6, x10, x20, x100, x200 et à ce moment-là, on ressent ce qu'on appelle le seum. Mais au contraire, tu as ceux qui touchent à rien, qui retirent jamais et qui se disent « je retirerai quand ça arrivera à x100 ». Mais je touche à rien. Il se trouve que le truc monte x10, x20, x30, x40, x50 et il retire pas x60, x70 et là ça chute. Ça chute parce que on ne sait pas ce qui peut arriver. On ne connaît pas. Voilà, c'est le marché qui décide. Il peut y avoir des soucis au sein de l'entreprise, des soucis au sein de l'image de l'entreprise. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et du coup, cette personne sera passée à côté d'un x70. Donc, maîtriser le money management, c'est crucial pour n'importe quel investisseur. Tu peux avoir les meilleures opportunités. Si tu n'as pas de money management, tu risques pas de gagner de l'argent. En quelques jours, après mon investissement, mes 10 000 euros se sont changés en 80 000 euros. 80 000 euros où, à ce moment-là, j'ai décidé de sortir 12% de ces 80 000 euros, c'est-à-dire de retirer des profits. Mais attention, j'ai pas fait n'importe quoi, j'ai décidé de retirer 12%. Pourquoi ce 12? Parce que je voulais retirer l'investissement que j'avais fait, c'est-à-dire je voulais retirer 10 000 pour laisser le reste courir, laisser 70 000 continuer à courir parce que je croyais à l'évolution de ce projet. Mais pour moi, en retirant 10 000, je me mets en sécurité dans le sens où je n'ai rien perdu, je n'ai rien gagné et il y a encore une partie de mon investissement qui continue à courir. Donc je me dis combien même ça chuterait, au moins j'ai récupéré mon investissement. Et c'est ce qu'on appelle le break-even. Le break-even, c'est retirer son investissement dans les profits et laisser les autres profits pour générer d'autres profits potentiellement plus importants. Tu l'auras compris, ce qui est intéressant avec le break-even, c'est que quoi qu'il arrive, tu ne perds pas d'argent puisque tu as récupéré ton investissement. Le projet était en plein essor et au fur et à mesure des mois, de plus en plus d'investisseurs ont intégré et ont investi dans ce projet, ce qui a fait que mon investissement est passé de 80 000 à 200 000
€. J'étais complètement choqué, t'imagines? En tout, j'avais fait l'équivalent d'un fois 25 par rapport à mon investissement de départ. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de retirer 10% et donc de prendre 20 000 € et de laisser le reste courir. Dans ma tête, j'étais dans le grid, absolument, j'étais en totale confiance. Je me suis dit, ok, c'est cool, je vais laisser le reste courir, je prends 20 000 et puis voilà, je suis dans ma tête chill, je suis tranquille. Quelques mois plus tard et donc presque un an après mon investissement, j'avais 350 000 € en actions, donc investi dans le projet. Voilà, c'était monté à 350 000 €. Et j'étais complètement what? C'est possible? Je savais que c'était possible, mais le fait de le voir, c'était comme la confirmation de ok, c'est possible. Comme une personne qui n'a jamais vu de girafe dans sa vie et qui se dit ouais, ça existe. Mais la première fois qu'elle voit une girafe, elle doit se dire what? Mais c'est quoi ce coup de malade? Et pourquoi il a des cornes ce cheval? Je comprends pas. Bref, mets-toi à la place de quelqu'un qui n'a jamais vu de girafe dans sa vie et quand bien même il sait que ça existe, il peut trouver ça complètement incroyable le jour où il en voit une pour de vrai. Et bien moi, c'était la même chose. Donc à 350 000, j'avais fait l'équivalent d'un fois 44 par rapport à mon investissement de départ et je décide de retirer encore 10%, soit 35 000 €. Donc en tout, j'avais retiré les 10 000 € de la récupération de mon investissement, 20 000 € quand j'étais à x20 et 35 000 € quand j'étais à x44. Donc en tout, j'avais retiré l'équivalent de 32% de mon investissement total, ce qui équivaut à 3 200 € sur mon investissement total. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près 70% du reste de mon investissement qui continuait à courir sur ce projet qui était encore prometteur. Quelques mois plus tard, mon investissement était monté à 432 000 €. 432 000 €, c'était le pic, mais j'étais pas censé savoir que c'était le pic. Pourquoi? Parce que c'était le moment où la crise était arrivée. Cette crise qui a fait chuter la bourse, cette crise qu'on a vu faire augmenter les taux d'inflation comme on a rarement vu, et notamment la crise avec la guerre en Ukraine. Tout ça en comptant avec le bear market qui venait d'impacter le marché de la finance décentralisée, c'était le début de la fin. Au fil des jours, la valorisation de l'entreprise a baissé petit à petit, mais toujours avec un espoir de rebond. Tu sais, quand une entreprise, elle est solide, elle rebondit même pendant les périodes de crise. Le problème, c'est que certains investisseurs ont perdu confiance avec tout ce qui se passait et ont préféré retirer leurs investissements. D'autres ont préféré retirer leurs investissements avant que ce soit trop tard pour eux et de se dire voilà, je préfère partir maintenant par sécurité plutôt que de prendre le risque d'attendre un potentiel rebond. Et tous ces départs d'investisseurs, forcément, ça a fait baisser la valorisation du projet et de l'entreprise. Et tout ça, au fil des semaines et au fil des mois, ça a conduit à la chute de la valorisation du projet. Personnellement, quand j'investis dans un projet, une start-up ou des actions, je ne retire jamais mon investissement à perte. Je retire petit à petit mes profits sur une montée. Et j'ai bien dit petit à petit pour pouvoir bénéficier de toute la montée. Parce qu'on est des investisseurs, on n'est pas des voyants. On ne sait pas à quel moment la montée aura atteint son pic. On ne sait pas s'il y aura des chutes. Si les gens connaissaient les chutes et les montées, eh bien tout le monde serait trader et tout le monde serait multimillionnaire. Mais ce n'est pas le cas. Donc ce que je fais, c'est que je retire mes profits sur la montée. Lors d'une descente, je ne retire pas et je considère mon investissement comme perdu, tout simplement parce que lorsqu'on investit, on décide de prendre un risque. Et ce risque-là, c'est à toi de le calculer en fonction, voilà, de la somme que tu vas investir. Plus le risque est gros, plus la somme que tu vas investir sera faible. Mais plus le risque est gros, plus le potentiel de gain sera fort. Du coup, sur ce projet, en pleine descente, j'ai décidé de ne pas retirer et j'ai vu, du coup, la valeur de mon investissement baisser au fil des semaines et au fil des mois. Et puis, lorsque j'investis dans un projet, j'investis pour soutenir le projet. J'investis parce que j'ai confiance au projet, j'ai confiance en l'équipe qui travaille dans cette entreprise et qui travaille pour la vision de leur projet. Donc concrètement, je n'ai aucun intérêt de retirer tout mon investissement sous prétexte que voilà, j'ai décidé que je ne leur fais plus confiance parce que le marché a décidé de s'écrouler. J'ai tout simplement ce qu'on appelle une vision long
terme. Certains investisseurs investissent pour du court terme, même très court terme, histoire de prendre leurs bénéfices au court terme et de s'en aller, à faire classer. Et d'autres investisseurs cherchent à investir au long terme parce qu'il y a une vision derrière le projet et ils ont envie d'être acteurs de cette vision futuriste du projet. De plus, si je décide de tout retirer d'un coup, c'est aussi décider de mettre en péril quelque part le projet que je suis en train de soutenir. Pourquoi? Parce que en fonction de mon investissement, plus ton investissement sera important et plus le retrait de ton investissement aura un impact négatif très important pour l'entreprise dans laquelle tu auras investi. Et aujourd'hui, après plusieurs mois de chute dans ce projet, je suis passé de 435 000 € de valorisation de mon investissement dans cette entreprise à... Donc, on peut dire que j'ai littéralement perdu 425 000 € dans cette chute. Bien sûr, maintenant que je t'ai tout dit avec transparence, tu vas aisément comprendre que la réalité, c'est que j'ai investi 10 000 €, c'est que je les ai récupérés, puis j'ai récupéré 20 000 €, puis j'ai récupéré 35 000 €. En tout, je me suis fait 55 000 € de bénéfices sur cet investissement. Donc, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que j'ai potentiellement perdu l'opportunité de retirer 425 000 €. Ok, mais la vérité, c'est que j'ai pu retirer 55 000 € de profit. Donc, la réalité, c'est quoi? Est-ce que j'ai perdu 425 000 € ou est-ce que j'ai gagné 55 000 €? Et c'est là toute la nuance de gain ou perte. Alors oui, j'aurais pu retirer 425 000 € quand le projet était à son top, mais ça fait pas de moi quelqu'un qui a perdu 425 000 €. Et puis surtout, personne ne peut deviner le top d'un projet, d'une startup ou d'une entreprise. Personne ne peut deviner le top. Moi, personnellement, je me suis donné voilà l'objectif de prendre 10% à chaque palier en attendant que la valorisation de mon investissement atteigne le million d'euros parce que j'étais intimement convaincu que ce projet en était capable. Et donc, j'attendais tout simplement que ça atteigne ce million d'euros. Ce million d'euros, c'est un peu le fantasme de tous les investisseurs, de tous les entrepreneurs. Je me suis dit, voilà, au million d'euros, je sors 10% jusqu'à atteindre cette barre-là du million. Je ne l'ai pas atteint, c'est pas grave, c'est rien. C'était juste une opportunité et elle était à saisir et je l'ai saisie en fonction de ma stratégie et je pense que j'ai très bien fait. En gros, tu l'auras compris, ce que je veux dire, c'est que si j'avais investi 10 000 € et que je les avais perdus, alors là, oui, j'aurais perdu 10 000 €. Mais si j'investis 10 000 €, que j'en gagne des profits et que le reste, je ne l'ai pas retiré, alors il faut savoir que les sous que je n'ai pas retirés ne sont pas les miens. Les sous que je n'ai pas retirés, ce sont des sous que j'ai investis mais qui ne m'appartiennent plus, ok? Les sous qui m'appartiennent, c'est les sous que j'ai retirés de mes investissements. Donc surtout, faites attention aux histoires que certains entrepreneurs vous racontent. Par exemple, je prends pour exemple Anthony Bourbon. C'est un investisseur, un entrepreneur que j'aime beaucoup et il m'inspire beaucoup. Et récemment, il a raconté le deal qu'il avait fait avec la startup BeReal. BeReal qui est donc une startup qui a envie de mettre en place un système de réseau social avec un concept précis. Bref, Anthony Bourbon, il nous raconte quoi? Il nous raconte qu'il était au courant de cette startup qui était en phase de création et il avait reçu donc l'opportunité de pouvoir investir en tant que premier investisseur dans ce projet. Il avait créé donc un deal avec cette entreprise et du coup, il a cassé son deal par manque de confiance. Il a expliqué que finalement, il préférait ne pas investir dans ce projet. Quelques mois plus tard, ce projet s'est retrouvé être un des projets les plus gros avec de très gros investisseurs, notamment des investisseurs aux États-Unis qui ont décidé de soutenir ce projet avec une valorisation de plusieurs centaines de millions, voire qui a dépassé le milliard. Et Anthony Bourbon, dans son histoire, nous raconte qu'aujourd'hui, s'il n'avait pas cassé ce deal, il aurait fait un profit de plus de 300 millions d'euros. Je sais pas si tu te rends compte. Du coup, il va avoir tendance à, quand il raconte l'histoire, à dire j'ai perdu plus de 300 millions d'euros. La réalité, c'est pas qu'il a perdu plus de 300 millions d'euros. La réalité, c'est qu'il a perdu l'opportunité de pouvoir gagner 300 millions d'euros. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que son compte en banque, il n'a pas bougé. Il a rien perdu et il a rien gagné. Ça n'a pas bougé. Par contre, s'il n'avait pas cassé le deal, il aurait pu gagner l'opportunité de gagner plus de 300 millions d'euros. Et encore, si ça se trouve, après
avait, je sais pas moi, 50 millions d'euros, il se serait retiré en disant voilà, moi ça me va, ça me suffit, et il les aurait laissés tomber. Donc finalement, il aurait jamais atteint ses 300 millions d'euros. Et si ça se trouve, à 300 millions d'euros, il aurait rien retiré, la société aurait coulé, et du coup, ces 300 millions aussi. Donc en réalité, tout dépend de ton money management. Mais bien sûr, passer à côté d'une aussi grosse opportunité, quel que soit ton money management, ça fait toujours mal au cœur. Maintenant, je vais te dire les 3 leçons que j'ai appris de cette histoire. Ces 3 leçons, j'ai vraiment envie que tu les intègres et j'ai vraiment envie qu'elles fassent partie de toi pour que, à ton tour, lorsque tu tombes sur une opportunité à l'avenir, tu puisses faire les bons choix. La première leçon que j'ai appris, c'est que tout est possible. Tout est possible, ok? C'est la première fois de ma vie que j'investis 10 000 euros et en quelques mois, c'est monté à plus de 400 000 euros. Alors, je savais que tout était possible, mais le fait de le voir, comme l'image que je t'ai expliqué avec la girafe, le fait de le voir, ça change tout et ça crée des déblocages inconscients. Donc vraiment, pars du principe que tout est possible. Si tu pars du principe que la plupart des choses sont impossibles, que c'est impossible de générer, je sais pas moi, 200 000 euros avec 10 000 euros, si tu pars du principe que c'est impossible, alors forcément, tu vas pas pouvoir générer cette opportunité au cours de ta carrière d'entrepreneur. Donc déjà, pars du principe que tout est possible, absolument tout est possible. Et puis personnellement, maintenant que je l'ai vécu, je sais que si j'ai pu le faire une fois, je peux le refaire une deuxième fois, je peux le refaire une troisième fois. Tout est une question de, voilà, mindset et d'opportunité à saisir. D'ailleurs, je reprends l'exemple de Anthony Bourbon, mais Anthony Bourbon, c'est un entrepreneur qui est devenu millionnaire et qui a tout perdu jusqu'à devenir SDF, qui a tout recommencé et qui est redevenu millionnaire une deuxième fois et qui a tout perdu jusqu'à redevenir SDF. Puis il a tout recommencé et il est redevenu millionnaire une troisième fois. Et aujourd'hui, c'est l'entrepreneur avec cet état d'esprit en béton qu'on connaît tous. Donc vraiment, c'est une source d'inspiration ce gars, ok? Il est devenu 3 fois millionnaire. C'est un truc de fou. C'est pour te dire qu'une fois que tu sais que c'est possible, si tu l'as déjà fait, tu peux le refaire. Leçon numéro 2, je me suis rendu compte que c'était super important de prendre des risques. Il faut prendre des risques dans la vie, ok? Si tu es attaché à l'argent émotionnellement, forcément, tu vas avoir du mal à l'investir ou à prendre des risques. Mais si tu es détaché de cet argent, tu sais que tu ne travailles pas pour l'argent, tu travailles pour la liberté et que l'argent, c'est un outil pour se libérer. Toi, tu travailles pour la liberté, tu ne travailles pas pour l'argent. L'argent, c'est un outil qui va te permettre de te libérer. À ce moment-là, ça te permet de ne pas être attaché émotionnellement à l'argent et ça te permet de prendre le maximum de risques parce que sans risque, tu n'auras pas de résultat. Si je n'avais pas investi ces 10 000 euros, je n'aurais jamais eu les résultats des 400 000 euros. Donc mon ami, comme je dis souvent, le plus gros risque dans la vie, c'est de n'en prendre aucun. Alors évite de faire ça, évite de ne prendre aucun risque. Leçon 3, et ça c'est vraiment la plus grande leçon que j'ai apprise dans cette expérience, c'est que ton investissement, il peut être en profit, mais tant que tu n'as pas retiré, tu n'as aucun bénéfice. Et ça, c'est super important de retenir ça. Parce que, par exemple, quand j'ai retiré 35 000 euros, je les ai retirés comme ça, en 1 minute. Et la minute d'après, c'était sur mon compte en virement instantané. Et dans ma tête, comme le reste de l'investissement était acquis, parce que je le voyais comme acquis, parce que dans ma tête, je pouvais le retirer à n'importe quel moment. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité. J'ai partagé autour de moi, mais j'ai aussi beaucoup voyagé. J'ai été dans des grands hôtels. Ça m'a permis aussi d'acheter une super voiture. Mais dans ma tête, j'ai dit quoi? J'ai dit, je peux me permettre d'acheter toutes ces dépenses inutiles. Mais pourquoi? Parce que derrière, j'ai retiré que 10%. Donc derrière, j'ai 90% qui continuent de travailler pour moi. Et comme ces 90%, je les ai considérés comme acquis, alors j'ai dit, tranquille, je peux continuer à me récompenser. C'est cool, ça représente que 10% de mon capital. Faux, ton capital, c'est l'argent que tu as retiré, ok? Celui qui continue de travailler pour toi, il ne t'appartient pas. Il appartient à la société ou le projet dans lesquels tu as investi. Donc ton capital, c'est ce que tu retires, c'est pas ce qui travaille pour toi. N'oublie surtout pas ça. L'investissement qui n'est pas retiré, c'est de l'argent qui n'est pas acquis, ok? Le seul argent acquis, c'est l'argent que tu as pu retirer. Mon ami, j'espère que mon expérience va pouvoir te donner les clés pour que toi-même tu puisses faire les bons choix au moment d'investir et au moment de récupérer les profits de tes investissements. Pour ce qui est de moi, je m'inquiète pas, j'ai perdu cette opportunité, mais il y en a plein d'autres qui vont s'offrir à l'avenir et puis surtout, j'ai gagné énormément d'expérience et mon état d'esprit, il a débloqué plein de blocages
blocage inconscient, ce qui est super cool et super top pour la suite de ma carrière d'entrepreneur. Merci d'avoir suivi cette vidéo en entière. Je suis tellement reconnaissant. J'ai donné du temps pour te partager mes investissements et mes erreurs en toute transparence. Donc n'hésite pas à me remercier avec un petit pouce. Comme d'habitude, tu peux me parler sur Instagram pour discuter un petit peu business entre toi et moi. Et si tu veux me laisser ton avis, il y a l'espace commentaire qui est dédié à ça. On est là pour s'inspirer, pour s'entraider et pour tous se tirer vers le haut. À tous les entrepreneurs, à tous les artistes, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao.